lever du soleil, atelier toilettage, avant de s'endormir pour la journée tout entière. Après une nuit en solitaire, chacun dans son coin, la famille Castor se retrouve dans le terrier. La toilette réciproque peut débuter. La règle du jeu, c'est la solidarité. À tour de rôle, ils se dévouent pour jouer les masseurs kinésithérapeutes avec option coiffure. Trop gros, le castor est incapable de nettoyer seul certaines parties de son corps qui lui sont inaccessibles. Cette toilette collective est un échange important qui permet de renforcer les liens familiaux. Vivre à plusieurs générations sous le même toit, ça a l'avantage de faciliter l'aide à domicile. Les rôles s'inversent de temps en temps. Les plus jeunes retombent en enfance quelques minutes et se laissent langoureusement gratter par les anciens, qui peuvent avoir jusqu'à 20 ans. Avec le nombre de castors présents dans le terrier, la température est plus agréable qu'à l'extérieur, leur chaleur naturelle faisant office de chauffage central. Le castor n'a pas un œil de rapace, il distingue surtout les mouvements. Et son flair peut le tromper s'il n'est pas à bon vent. Que peut bien être cette bête emmanchée d'une longue canne, en train de pêcher sur la zone d'habitude exploitée par un héron qu'il connaît bien et qu'il ne semble cette fois pas reconnaître. Une fois l'homme reconnu, le contournement sans précipitation va permettre d'éviter la rencontre. Le castor ne s'éloigne jamais au-delà de 30 mètres lorsqu'il est sur la berge. Dans l'eau, l'animal est moins craintif et s'approche facilement d'une forme qui lui paraît étrange. C'est l'heure du rituel, le dépôt de castoreum. Une tâche que le castor s'applique à répéter tous les soirs. Inlassablement, l'animal fait ses petits tas, le plus souvent aux limites de son territoire. Ce castoreum dégage une odeur très forte, un mélange de vieux thé de Chine parfumé au goudron. Cette substance devient d'ailleurs élixir précieux pour l'homme qui l'utilise en pharmacie comme remède antispasmodique ou en parfumerie comme fixateur. Dans le terrier principal, la femelle qui allaite est la reine. Elle a repoussé le reste de la famille. Le père et les grands-enfants se sont réfugiés dans une autre chambre construite exprès. Le premier mois, le petit restera toujours près de sa mère pour absorber un maximum de lait riche en protéines et en graisses qui le fera grandir très vite. La mère ne s'absente que la nuit pour se nourrir. Elle rapporte de temps en temps des branches pour que le petit puisse s'habituer à sa future alimentation. Au-dessus du terrier, les jeunes martins pêcheurs se bagarrent un peu plus à l'heure du goûter.
Pour eux, pas de lait goulayant au menu, mais des poissons entiers. Après la tétée, c'est au tour de la mère de prendre des forces. Mais étrange pratique, elle réingurgite des boulettes de végétaux déjà prédigérées. Une sorte de rejet qui n'a rien à voir avec les excréments et qu'elle remange une seconde fois après les avoir évacués. Elle absorberait ainsi beaucoup mieux toutes les vitamines de son alimentation lors de ce deuxième passage dans l'estomac. Les oisillons vont bientôt prendre leur envol. Bientôt, le couple Martin-Pêcheur s'accouplera une seconde fois et élèvera une deuxième portée pendant l'été. Les allées et venues dans le terrier abîment ses ailes. Une petite goutte d'huile sur son plumage le rend plus étanche. À jouer les poissons dans l'eau, le poil du castor doit lui aussi répondre à des normes d'imperméabilité de très haute qualité. Pas question de prendre froid dans l'eau du fleuve qui peut être glacée l'hiver. Sa fourrure lui a coûté la vie bien souvent, à l'époque où on le chassait pour en faire des chapeaux et des manteaux. Le castor en prend grand soin, grâce à un ongle spécial situé sur ses pattes arrière, une sorte de double griffe qui sert à peigner les poils. Âgés de 6 semaines, les 4 petits quittent le terrier pour la première fois et découvrent le domaine de la famille. Pour le dîner, ils jouent un peu des coudes pour se faire respecter, une règle de vie en société qui fait leur éducation. Maintenant, l'objectif est d'essayer les lames tranchantes dont la nature les a munis. 20 longues dents pour tailler à vie les arbres comme des crayons. Sur la Loire, ils n'apprendront pas à faire grand-chose de toutes ces branches. Sur les petites rivières, il faut les amasser pour construire le barrage de la famille, un savoir-faire qu'ils ont dans leur gène, mais qui ne leur servira peut-être jamais. À leur côté, le frère aîné veille sur les derniers nés et vérifie que tous ont à manger. Les petits ne doivent pas s'éloigner sans sa permission. Les parents lui font entièrement confiance. La progéniture unique des voisins est elle aussi de sortie. Moins drôle pour lui,
les parents sont à ses côtés. En suivant l'exemple des grands, il saura rapidement ce qui est bon à grignoter. Autour de lui, tout est bon. Des saules, des peupliers, des racines et bien d'autres encore. D'ailleurs, le chevreuil de l'île tout proche le sait bien. Il adore traîner sur les berges, lui aussi. Les castors croquent toutes ces essences tendres, de vraies gourmandises dont ils se délectent pendant des heures. Pour mettre le couvert, la technique est simple et conviviale. Il est mis pour tous. Le premier qui arrive coupe un arbrisseau sur la berge et redescend dans l'eau. Les autres n'ont qu'à se servir. Le repas commence par les feuilles, puis les brindilles et enfin l'écorce des branches. Le corps dans le fleuve, ils peuvent ouvrir la gueule sous l'eau pour couper une branche sans même avaler une goutte d'eau. La petite bande des quatre s'est installée là pour la nuit. Les Dalton de la Loire sont encore trop jeunes pour couper de grosses tiges. Les dents et la mâchoire manquent d'entraînement. Les petits ont vu leurs parents faire et les imitent. Ne jamais rester trop longtemps sur la terre ferme. C'est un environnement hostile dont il faut se méfier. Bien qu'ici, lynx et loups sont partis depuis longtemps et qu'il n'y a jamais eu d'ours. Les risques sont donc minimes, mais le castor garde son instinct. Devant l'insouciance des petits, les parents montent la garde et préfèrent se méfier, les dents au vent, prêts à bondir dans l'eau au premier signe inquiétant. En cas d'extrême danger, le castor dispose d'une alarme, une arme de dissuasion efficace quand elle surprend. Le coup de queue. Le bruit porte loin et il est compris par tous les membres de la famille. Chacun sait qu'au signal, il faut plonger le plus rapidement et s'éloigner de la berge. Mais l'alerte est souvent de courte durée et tous reprennent très vite leur activité nocturne. Le fils unique, lui, est parvenu à quitter la garde rapprochée des parents à ses risques et périls. Attiré par la bonne odeur des pommes, il ne se méfie de rien et change avec plaisir le menu de son dîner. C'est un piège posé par les hommes qui en veulent aux ragondins. Un castor adulte serait trop gros pour entrer dans cette cage, mais le petit, à peine moins gros qu'un ragondin, devient une cible parfaite. Sauvé, il décide finalement de ressortir, peut-être intimidé par toutes ces nouveautés culinaires. Ici, nul besoin de faire une hutte comme au Canada. Le castor, artisan maître d'œuvre, n'use pas de ses talents inutilement.